Lutte contre le terrorisme, 12 autres suspects ont été arrêtés par la gendarmerie. L'opération s'est déroulée hier dans la nuit au quartier Gungain de Ouagadougou. Les suspects ont été interrogés et le gouvernement va communiquer bientôt, foi du ministre de la Sécurité qui dément au passage toute tentative d'évasion du camp Sangoulé-Lamizana. Des précisions dans ce journal. Processus de mise en œuvre des pôles de croissance, il faut passer à la vitesse supérieure. C'est l'une des décisions de la première session du comité national de pilotage des pôles de croissance. Toutes les conclusions et leurs portées dans ce journal avec notre invité, M. Martial Wilfried Bassolé, directeur général du développement territorial. Si vous avez pris les transporteurs ces derniers jours, vous l'avez certainement constaté, la baisse des prix des tickets, elle est effective et consécutive à la dernière baisse du prix du carburant. L'une de nos équipes a fait le tour de quelques compagnies de transport pour un constat. Reportage à suivre. Le bilan humain des inondations en Europe s'est alourdi. Au moins 15 personnes ont perdu la vie. 10 victimes rien que pour l'Allemagne. Plusieurs pays sont concernés par les pluies diluviennes exceptionnelles en cette période de l'année. Les services de secours sont débordés, les dégâts matériels sont très importants. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Lutte contre le terrorisme, 12 personnes dans les filets de la gendarmerie nationale. Elles sont de nationalité étrangère et ont été interpellées hier dans la nuit au quartier Gungain de Ouagadougou. Selon le ministre de la Sécurité, ces suspects ont déjà été interrogés et très bientôt, le gouvernement va communiquer sur le sujet. Simon Compaoré qui dément au passage les rumeurs d'évasion du camp Sangoulé-Lamizana et invite la population au calme. Reportage d'Ongbakouda, Amandine Lalsaga. Des tirs d'armes ont entamé la quiétude des habitants du quartier Gungain hier nuit. Des rumeurs faisaient cas d'une tentative d'évasion au niveau du camp général Sangoulé-Lamizana. Le ministre en charge de la sécurité intérieure dément ces informations. Il annonce plutôt l'arrestation de 12 personnes de nationalité étrangère. Ça rentre dans le cadre de la sécurité du territoire. Voilà, tout ce qu'il y a de louche et nous profitons de l'occasion qui est donnée. Ceux qui abritent ou qui logent des gens qui viennent d'ailleurs sans chercher à savoir, là, ils encourent eux-mêmes des risques. Si c'est des terroristes, si c'est des gens qui viennent pour des repérages, lorsqu'on va remonter la pente, si on voit que vous avez logé des gens sans chercher à savoir qui vous logez, vous-même vous serez passible devant les juridictions compétentes. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui font des repérages, qui retournent et qui vont organiser après la frappe là. Aujourd'hui, il faut que tous ceux qui sont tentés de faire ça là, il faut qu'ils sachent là, que où qu'ils se trouvent au Burkina et dans nos villes, là, nous allons les traquer. Simon Compaoré n'en dira pas plus. Les investigations se poursuivent. Il faut donc patienter pour plus de détails. Il appelle cependant les populations au calme et à une franche collaboration avec les forces de sécurité et de défense. Dénoncer les suspects aux forces de sécurité, un geste citoyen. Seulement en ce moment, c'est plutôt l'incivisme et la défiance de l'autorité qui sont ambiants. Le sujet est au centre d'un forum qui s'est ouvert aujourd'hui à Ouagadougou. Coutumiers, religieux ou responsables d'associations, tous sont là pour pousser la réflexion. La contribution de tous ces acteurs est sollicitée pour prêcher les bons comportements et le respect des symboles de la nation. Nongbakouda, Amandine Lalsaga. Le ministre en charge de la sécurité intérieure s'est voulu ferme au cours de ce forum. Pas question de laisser l'incivisme prendre de l'ampleur dans un état de droit. En ce qui concerne l'incivisme dans les services publics de l'État, Simon Compaoré annonce la restauration dans les prochains jours de la montée et de la descente des couleurs et la lutte sans complaisance contre la corruption et l'impunité. Pour l'incivisme en milieu scolaire, des mesures seront prises dès la rentrée prochaine. La traduction systématique en conseil de discipline de toute personne qui viendrait apporter atteinte à l'intégrité physique d'un enseignant ou d'un responsable administratif scolaire. La sécurisation des établissements scolaires et des universités en cas de besoin. En plus du retrait du permis des chauffeurs, des sociétés de transport se verront retirer leur licence d'exploitation. Des instructions fermes ont été données aux forces de police, de gendarmerie, à la police municipale, de procéder à l'arrestation
de tous les véhicules qui circulent sans plaque d'immatriculation dans nos villes et nos campagnes, de tous les véhicules qui roulent avec des vitres fumées. Pour les Kogluego, le gouvernement annonce une batterie de mesures. Leur encadrement, avec obligation de reconnaissance et formation des membres au respect des droits humains, seront entreprises dans les semaines à venir. La sanction sans complaisance des membres des groupes d'autodéfense qui violent les lois et les institutions de la République. Selon le ministre en charge de la sécurité intérieure, une police des polices sera mise en place. Sa mission, veiller à l'application des textes par les hommes de sécurité sur le terrain. Ces lutteurs coutumiers et religieux, participant au forum sur l'incivisme, ont été invités à intégrer la culture du civisme dans leur prêche. Transformer l'ancienne Assemblée nationale en musée, l'idée fait son chemin ce matin. Le président de l'Assemblée nationale et l'association Mémoire et Conscience ont signé une convention. Elle ouvre la voie à la transformation d'une partie de l'ancien hémicycle en musée vivant et à la réalisation d'un monument en l'honneur des martyrs de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Yacouba Gamene, Mokhtar Ouedraogo et Lazare Pouya. Bientôt dans l'enceinte de cette ancienne Assemblée nationale, il sera érigé un monument et un musée vivant de souvenirs à la mémoire des martyrs de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. C'est le sens de la signature de la convention signée entre le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, et Luc Marius Ibriga, chef de la délégation de la société civile, représentant l'association Mémoire et Conscience, initiatrice de ce projet. Pour Salif Diallo, cette initiative entre en droite ligne de la vision du Parlement qui a eu le consensus des députés pour faire en sorte que la mémoire des martyrs soit à jamais conservée. Ce projet rappellera à notre souvenir une époque jamais révolue, mais aussi sera un acte fondateur d'une nouvelle espérance. C'est la réaffirmation d'une nouvelle vision de l'État, plus que jamais démocratique, au service d'une société plus juste, plus équitable et plus inclusive. En somme, avec cette initiative, il s'agira de réconcilier le peuple burkinabé avec son histoire. Cette initiative ne vise pas uniquement l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier, mais de permettre au peuple burkinabé d'avoir en mémoire les luttes qui ont toujours été les siennes pour la préservation de la liberté et de la démocratie. Ce musée n'est pas le musée de l'insurrection, mais le musée des luttes du peuple burkinabé. À côté sera accolé un monument de l'insurrection populaire. Séance tenante, Salif Diallo a remis un chèque de 10 millions de francs CFA constituant une avance pour les études de ce projet et a invité tous les patriotes à contribution. D'autres appels à contribution seront également lancés dans les jours à venir. Les jeunes du mouvement du peuple pour le progrès s'interrogent sur l'avenir politique et social du Burkina Faso. Quelle pourrait être la contribution de la social-démocratie? Depuis cet après-midi, ils se sont retrouvés autour de cette question. À la base de cette initiative, le Centre international de formation politique Kwame Nkrumah et la Fondation Friedrich Herbert. Mokhtar Ouedraogo et Maxime Zango. Ils sont venus de toutes les provinces du Burkina pour prendre part à cette formation. Une occasion pour ces jeunes militants du MPP de se familiariser avec les concepts, les fondements et les valeurs de base de la social-démocratie. Sans conscience politique, il n'y a pas d'action politique. C'est pourquoi la direction du parti compte sur ces formations pour armer idéologiquement nos jeunes et faire d'eux les futurs responsables de notre parti et de ce pays pour que le MPP dans la durée construise une société de progrès et de démocratie. L'avenir politique et social du Burkina avec les jeunes, quelle contribution de la social-démocratie, voilà le thème autour duquel vont s'articuler les réflexions. Nous sommes un parti social-démocrate.
Mais tu ne peux pas être un parti social-démocrate sans connaître même les fondements, sans connaître les bases donc, de la social-démocratie. Donc c'est en cela donc, que le parti a initié cette formation pour nous aider à nous aguerrir et à avoir les fondements nécessaires pour permettre à ce que dans les discussions et dans nos façons de faire, que nous puissions être véritablement des jeunes sociaux-démocrates qui sont soucieux donc, du capital humain. Au cours de la présente formation qui s'étalera sur 3 jours, 3 ateliers thématiques sont au programme. L'avenir de la jeunesse, leur engagement pour le renforcement de la démocratie, l'économie burkinabé dans le contexte social-démocrate, puis justice et égalité dans le contexte social-démocrate au XXIe siècle. À la base de cette initiative, le Centre international de formation politique du parti, en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert. Première session 2016 du Comité national de pilotage des pôles de croissance. Les travaux se sont déroulés aujourd'hui à Ouagadougou. L'occasion de passer en revue tous les projets de pôles de croissance, autant ceux qui sont en cours de réalisation que ceux qui sont en vue. Il est question notamment de les inscrire dans une approche de développement intégré. Explication Konsoun Koulibaly et Adama Koulibaly. Pôle de croissance, une approche de développement intégré pour accélérer la transformation structurelle de l'économie nationale. Voici ce qui a réuni les membres du Comité national de pilotage des pôles de croissance en cette première session de 2016. À l'issue des travaux, plusieurs résolutions ont été adoptées. Il s'agit du document de cadrage pour la préparation des agropoles du Sourou et de Samandeni, ces 2 sites partageant les mêmes ressources en eau. Il y a aussi le pôle de croissance du Sahel dont le lancement est prévu pour cette année 2016, mais surtout l'opérationnalisation des infrastructures réalisées dans le cadre de Bagrépôle. Les pôles de croissance comme celui de Bagré et les autres vont connaître une nouvelle impulsion, puisque, comme je vous ai dit, il s'agissait non seulement d'adopter des rapports d'activité, mais également de se projeter. Donc, avec les orientations que nous avons données, je suis convaincu que les pôles de croissance vont connaître une nouvelle dynamique et apporter une contribution beaucoup plus importante et beaucoup plus efficace au développement du Burkina Faso. Pour la mise en œuvre effective de ces différentes résolutions, un plan de travail annuel 2016 a été défini, dont le budget s'élève à environ 1,90 milliard de francs CFA. Le secrétariat technique a un plan de travail qu'il va exécuter et ce plan de travail donc, va s'inspirer de toutes les recommandations et résolutions donc, qui ont été votées par le comité et ainsi que des expériences, aussi des activités donc, que le comité a jugé bon d'intégrer dans le plan de travail annuel. Donc c'est cet exercice qui sera fait et qui sera donc resoumis à évaluation lors donc, de la prochaine session du comité. La grappe pilote Huilerie de Bobo-Dioulasso, les zones économiques spéciales de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ainsi que le technopôle TIC de Ouagadougou font partie de cette nouvelle vision des pôles de croissance 2016-2020 qui s'inscrit dans le PNDS, le Programme national de développement économique et social. Et pour en savoir davantage, je reçois comme annoncé M. Martial Wilfried Bassolé, directeur général du développement territorial. Bonsoir M. Bassolé. Bonsoir M. Ouedraogo. Alors comme on l'a vu, les travaux de cette première session 2016 se sont déroulés aujourd'hui même à Ouagadougou, à un moment où on a plutôt l'impression que les pôles de croissance ont besoin véritablement d'un second souffle. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont en tout cas les principales orientations pour donner cette nouvelle dynamique-là au projet pôle de croissance? Merci M. Ouedraogo de me recevoir sur votre plateau pour apporter un peu plus de précision sur l'approche pôle de croissance. Alors, il faut dire qu'en fait, que je vais, avant de continuer, rectifier quelque chose qui a été dit dans le reportage. Il ne s'agit pas du lancement du pôle de croissance du Sahel en 2016, mais plutôt la poursuite de la préparation de ce pôle de croissance. Alors, revenant un peu aux conclusions de la session de ce matin, il faut dire que le Comité national a adopté 6 résolutions et formulé 6 recommandations. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des résolutions et recommandations, mais je voudrais surtout insister sur 2 résolutions et également 2 recommandations. La première résolution porte sur le lancement du processus de préparation de l'agropôle de Sourou-Samandeni. Ces 2 pôles de croissance-là visent en fait à travailler à accélérer la production au niveau national et notamment la production agricole. Et l'approche qui sera développée à ce niveau-là vise à faire un benchmarking entre les agropôles
mais les agro-businessmen, mais également avec les producteurs, les exploitations familiales. Le deuxième point important, je parlais tantôt de cela, il s'agit du pôle de croissance du Sahel, qui va connaître une accélération dans le processus de préparation, de sorte à ce qu'on puisse aboutir très rapidement à l'obtention d'un document de projet du pôle de croissance qui va servir de base au gouvernement pour aller vers les partenaires au développement et puis mobiliser les ressources financières. Alors, quand vous parlez d'une accélération du projet pôle de croissance du Sahel, au stade actuel, où est-ce qu'on en est? Et puis, peut-être dans les projections, à partir de quand on peut espérer voir le lancement de ce pôle de croissance qui est annoncé depuis longtemps? Bon. Alors, au stade actuel, comme je le disais, on est à la phase de la formulation du pôle. La phase de la formulation du pôle, il s'agit de voir qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les contraintes au développement de l'activité économique dans la région du Sahel et comment faire en sorte pour lever ces contraintes. Alors, j'aime surtout rappeler qu'un pôle de croissance, c'est quelque chose, un projet qui se construit sur le long terme. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire dans la précipitation. Ça nécessite vraiment qu'on puisse réfléchir à long terme pour pouvoir développer un projet qui réponde vraiment à quelque chose d'assez stratégique. Donc, dans cette optique-là, il ne m'est pas permis de dire aujourd'hui, à partir de 2017 ou à partir de 2018, on va commencer à voir naître le pôle de croissance du Sahel. Alors, au-delà du pôle de croissance du Sahel, est-ce que vous pouvez nous faire le point des autres projets de pôle de croissance qui sont actuellement donc, dans le processus de préparation? Alors, on a dans le pipeline aujourd'hui, outre le pôle de croissance du Sahel et les agropoles Sourous-Samandeni qui complètent le pôle de croissance de Bagré, nous avons le pôle écotouristique de l'Est. Et nous avons également en projet 2 zones économiques à Ouagadougou et puis à Bobo-Dioulasso. En plus de cela, nous avons des expériences d'organisation des entreprises et sous forme de filières qu'on appelle les GAP d'entreprise. Et là, nous avons 3 projets en préparation. Il s'agit de la GAP Huilerie de Bobo-Dioulasso, qui est celle qui est en avance actuellement. Il y a également 2 GAP qui sont prévues à Ouagadougou sur le domaine de la culture d'une part et deuxièmement sur le domaine de l'hôtellerie. Alors pour finir, M. Bassolé, on sait que le projet, pour ce qui concerne Bagré Pôle, est en marche depuis un certain moment. Alors quels sont les enseignements qu'on peut tirer à ce jour et qui peuvent peut-être alimenter l'orientation des nouveaux pôles de croissance qui seront lancés? Alors, merci pour cette question qui est très très pertinente. L'objet de Bagré Pôle même, c'était justement, en le lançant comme pôle pilote, c'était pour permettre au gouvernement et aux acteurs du développement de tirer les enseignements de ce pôle de croissance pilote-là pour pouvoir bâtir les autres pôles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de Bagré Pôle? Le premier enseignement qu'on peut tirer, c'est qu'avec l'approche pôle de croissance, on arrive à booster la production. Et je peux dire à ce niveau qu'actuellement, au niveau de Bagré Pôle, sur la superficie de 3000 hectares actuellement aménagés, on a pu faire progresser la production de riz d'environ 30%. Ce qui est déjà quelque chose. On a noté également un impact très significatif sur l'emploi, avec environ un peu plus de 21 000 emplois créés, dont 22% des emplois qui sont destinés à des femmes. Mais on a également noté qu'il y a des défis à relever. Le premier enseignement qu'on tire, c'est que, comme je le disais tantôt, il faut inscrire le développement des pôles de croissance dans une perspective de long terme. Et le deuxième enseignement qu'on peut tirer en termes de défis, c'est qu'avant de passer à la mise en place des pôles de croissance, il y a un certain nombre de préalables à réunir, dont le principal, c'est la purge des droits fonciers, afin de libérer l'espace d'utilité publique du pôle de croissance là, de tout droit foncier pour permettre sa mise en œuvre. Merci, M. Bassolé, d'être passé sur ce plateau. Merci pour toutes ces informations. Voilà, mesdames et messieurs, l'invité de ce 20h était donc M. Martial Wilfried Bassolé. M. Bassolé est le directeur général du développement territorial. Suite de ce journal, en attendant, la saison des pluies est là et les producteurs attendent avec impatience l'accompagnement du gouvernement. L'opération de distribution d'intrants, d'équipements agricoles et d'animaux de trait vient d'être lancée. La cérémonie a eu lieu hier dans la commune rurale de Tanguin d'Assouri. Le mot d'ordre, c'est de mettre tous les moyens de production à la disposition des producteurs et à temps pour réussir la campagne agricole. Jean-Eudes Bayala, Nathalie Sawadro. En ce début de campagne agricole 2016, l'État met à la disposition des producteurs et productrices des intrants et équipements agricoles à temps.
L'objectif est de leur permettre d'accroître leur production. Et c'est la commune rurale de Tangen-Dassouri qui est à l'honneur. En mai, on a acquis tous les intrants et l'équipement agricole. Et en juin, tous les équipements, tous les intrants sont disponibles dans les 352 communes de notre pays. C'est vraiment quelque chose de jamais vu. Ce sont des producteurs satisfaits, mais qui demandent un peu plus d'efforts à l'État pour un meilleur accompagnement. Nous venons de recevoir les semences. En tout cas, cette année-là, c'est plus bon, plus que les années surpassées là. Ça va nous accompagner, mais sachez que les femmes sont nombreuses, jusqu'à 315 femmes. Avec 7 sacs de semences et 1 tonne d'engrais. Que faire? C'est pas beaucoup. On sait que l'État aussi a mis des efforts pour nous accompagner, mais vraiment, s'il pouvait doubler d'efforts. La distribution des intrants se poursuit dans les 13 régions du Burkina. Pour cette campagne, l'État consent plus de 13 milliards de francs CFA en intrants, équipements agricoles et animaux de trait pour les producteurs et productrices du Burkina. Et puis c'est également la période propice pour planter des arbres. Et si vous avez des doutes sur l'espèce à planter, faites un tour au Centre national de semences forestières. En tout cas, l'ambassadeur d'Allemagne y était hier. Il a pu constater le travail abattu pour la production de semences forestières de qualité. Yacouba Gamene, Bouma Ernest Nebier. En initiant cette visite, l'ambassadeur allemand veut comprendre le fonctionnement du Centre national de semences forestières. Des salles de conservation des semences à la pépinière, en passant par le centre de documentation et le laboratoire, le diplomate allemand a pu toucher du doigt les réalités du CNSF, un centre que son pays soutient déjà à travers le projet GIZ. Je pense que le CNSF fait un travail phare pour la société, pour le pays, très important. Et je suis aussi gratifié de voir que des partenaires allemands contribuent à ce travail important. Nous comptons toujours sur la coopération allemande qui déjà nous accompagne à travers certains projets au niveau du CNSF. Le Centre national de semences forestières CNSF a été créé en 1983 avec pour mission principale la lutte contre la désertification et la reconstitution du couvert végétal. Pour accomplir cette mission, le CNSF assure la récolte, la production et la diffusion des semences forestières de qualité. Chaque année, le CNSF produit en moyenne 5 à 6 tonnes de semences forestières d'environ 100 espèces de toute nature, notamment des espèces locales, bien sûr aussi des espèces herbacées. Et depuis notre existence, nous sommes à plus de 120 tonnes de semences d'environ 300 espèces, dont les semences et les plants ont été diffusés à travers le pays pour soutenir les programmes de reboisement. Des acquis, mais aussi des difficultés. Le centre ne dispose pas de locaux suffisants pour son personnel. Le laboratoire manque également du matériel adéquat pour fonctionner. Je vous le disais en titre, si vous avez pris les transporteurs ces derniers jours, vous l'avez certainement remarqué, la baisse des prix des tickets, elle est effective et consécutive à la dernière baisse du prix des carburants. L'une de nos équipes a fait le tour de quelques compagnies de transport pour un constat. C'est un reportage de Amadou Ilboudo et Yolande Lampo. Aruna Walian est un habitué de l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Comme à l'accoutumée, il est venu acheter son ticket pour se rendre dans la capitale économique. Et c'est avec surprise, nous confie-t-il, qu'il a constaté une remise de 500 francs sur le prix du ticket. À cet instant, je peux vous dire que le changement est effectif. Nous pensons que cette baisse du coût du ticket est une bonne chose, car cela contribue à réduire notre pauvreté. Les prix du carburant ayant été revus à la baisse depuis le 11 mai 2016, certaines compagnies de transport ont donc décidé depuis le 2 juin dernier de réduire leurs tarifs. Il nous avait été demandé de réduire sur les axes de 1 à 5 km qu'on peut réduire à 250 francs de transport et au-delà de 5 km à 500 francs de transport. Je crois bien que nous avons déjà mis ça en vigueur. Il y a un tableau tarifaire qui est devant moi ici que vous pouvez constater. Compte tenu de la vie chère,
C'est un sacrifice que nous faisons aussi. Si pour ces passagers, cette baisse est la bienvenue, Daniel Daïen de la Ligue des consommateurs du Burkina, quant à lui, la trouve insignifiante. Pour ce qui est du transport des personnes, je crois que c'est timidement appliqué. D'abord, le montant a diminué, est insignifiant, 250 francs, 500 francs par là. Pour des gens qui avaient augmenté à 2000 francs auparavant, nous ne pensons pas que ce soit équitable. Mais encore qu'il y ait de la résistance, je crois que nous interpellons les autorités à encore s'asseoir. Les consommateurs n'ont pas été associés à cette négociation. C'est pour cela qu'un jour, ne soyez pas surpris que nous options nous-mêmes de choisir les compagnies qui respectent les consommateurs et de demander aux consommateurs désormais de privilégier ces compagnies-là. Le souhait de ces sociétés de transport serait qu'en plus du carburant, l'État revoie à la baisse les taxes de stationnement et de péage afin de leur permettre de baisser davantage le coût du transport. Une autre carrière est bien possible après la retraite. C'est la conviction du ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale. Il vient de lancer une campagne de communication à travers une série de conférences dans les régions. Première étape, Dédougou, l'occasion pour les retraités de faire meilleure connaissance avec le Fonds national d'appui aux travailleurs déflattés et retraités. Yves Rwamba et Nayalagdopol Sawadgo. Les travailleurs déflattés et retraités du Burkina peuvent entamer une seconde carrière avec l'appui du FONADR, le Fonds national d'appui aux travailleurs déflattés et retraités. C'est pour mieux faire connaître ce fonds aux principaux bénéficiaires que le ministère en charge du travail et de la protection sociale a initié cette rencontre, la première d'une série dans 4 régions du Burkina. On a souvent comme le sentiment qu'une fois qu'on a servi la nation, on est à la retraite. En fait, on est hors du dispositif, ce qui n'est pas normal. Nous devons nous occuper correctement de nos anciens. Et donc, l'existence de ce fonds permet, j'allais dire, de rattraper un tant soit peu sur cette insuffisance en leur permettant de développer encore des initiatives productrices. Les conditions d'accès du fonds, la composition des dossiers, les modalités et les domaines d'intervention sont entre autres les points développés à l'endroit des travailleurs retraités et déflattés de la Boukoul du Mouhoun qui se disent satisfaits. La rencontre en tout cas nous a très bien incité sur le fondateur, tout le fonds, comment il procède vraiment, ça a été très bien. Bon, même si on le connaissait un peu, aujourd'hui, on la connaît un peu plus encore, oui. On sait maintenant comment se prendre pour l'aborder. Créé en 2008, le FONADR, le Fonds national d'appui aux travailleurs déflattés et retraités, a pour mission d'aider à la réinsertion des travailleurs retraités et déflattés par la formation, l'octroi direct ou indirect de prêts et la valorisation de l'expertise ainsi que de l'expérience des retraités. Hors de chez nous, le bilan humain des inondations en Europe s'est alourdi. Au moins 15 personnes ont perdu la vie, 10 victimes rien que pour l'Allemagne. Plusieurs pays sont concernés par les pluies diluviennes exceptionnelles en cette période de l'année. Les services de secours sont débordés. Les dégâts matériels sont très importants. Au moins 15 personnes ont péri en Europe en raison des inondations. En Allemagne, le bilan s'est encore alourdi. En Bavière, le corps d'une 10e victime a été retrouvé. À Simbach, dans ce village près de la frontière autrichienne, les sauveteurs ont découvert noyés dans leur maison les 3 membres d'une même famille. La violence des crues a aussi fait une victime en Belgique. Dans l'est de la Roumanie, 2 hommes sont morts après avoir été emportés par les flots dans la nuit de jeudi à vendredi. Au total, plus de 4500 pompiers ont été réquisitionnés pour venir en aide aux habitants. 89 localités ont été inondées et 200 personnes ont dû être évacuées de toute urgence. En France, le bilan humain reste limité. Au moins une personne est morte suite aux inondations. Mais la tendance est à la décrue. Vendredi, plus aucun département n'était en alerte maximale. Les dégâts, par contre, sont considérables. Sport à présent, la 25e journée du championnat national de football D1 se joue ce week-end. Une journée qui sera marquée par le derby de la capitale, EFO Asfa Yenenga. Et même si les 2 clubs sont dans le ventre mou du classement, une rencontre EFO Asfa, ça vaut toujours le détour. Alidou Badini et Kalfa Ouattara. C'est sans nul doute l'opposition la plus bouillante de la capitale. Asfa Yenenga, étoile filante de Ouagadougou. 2 ennemis jurés qui se tiennent à 1 point après 24 journées du championnat.
Le faux 7e ne voudra pas se laisser rattraper par sa rivale 8e au classement. Cette rencontre est un championnat dans le championnat. Si ils sont en bas ou bien au milieu du tableau du championnat, ça reste quand même des matchs où les supporters ou bien tout le public burkinabé diront que c'est un match, diront que c'est un derby du moment où ces deux équipes ont une rivalité qui n'a pas commencé d'aujourd'hui. Quel qu'en soit, même quand on dit qu'il y a les problèmes, quand on dit match ASFA et faux, d'abord les problèmes même se cherchent. Puisqu'on oublie ça directement, c'est après le match qu'on se rend compte que les problèmes ne sont pas encore résolus. Si on bat et faux, même si devant vous croisez un supporter, vous le demandez, vous êtes sorti champion, ils vont vous dire oui. Une rencontre qui promet des étincelles ce samedi au stade municipal. À la suite de ce match de tous les défis, le Rail Club du Kadiogo tentera d'arracher les 3 points nécessaires dans la course au titre qui l'oppose au RCB. Ce sera face à l'AS Sonabel. Voilà la rencontre EFO ASFA à suivre en direct sur les antennes de la télévision du Burkina à partir de 16h. La revue de presse des quotidiens. Pour finir, la plupart des journaux reviennent aujourd'hui sur l'hommage de la nation aux 3 policiers tués à Intangom, Touboum, Evelyne Dabiré. Douleur et consternation au cimetière de Gounguin, atmosphère d'émotion et de tristesse, écrivent Sidoya et le pays. Pourquoi ont-ils tué mon grand frère? Qui prendra soin de tes enfants? Clamaient des proches des victimes d'Itangom, rapporte le pays. C'était lors de la cérémonie d'inhumation des policiers tués à Itangom dans le département de Tinakov, explique Sidoya. L'observateur Palga rappelle leur identité et publie leur parcours. Michel Kani Koulibaly, 27 ans, Philibert Silga, 28 ans, Tilbou Tiolé, 29 ans. Et c'est une foule nombreuse composée de policiers, de parents et connaissances qui les ont accompagnés à leur dernière demeure, précise aujourd'hui au Faso. Et à l'occasion, poursuit ce quotidien, ils ont reçu à titre posthume les reconnaissances de la nation. Mais l'attaque de Itangom doit sonner le glas du terrorisme dans le nord du Burkina, affirme le quotidien. Pour ce journal, il y a forcément des défaillances dans le dispositif antiterroriste mis en place dans cette zone frontalière du Niger et surtout du Mali. Notre temps interroge alors, le Burkina peut-il gagner sa guerre contre les terroristes? Oui, au dire du journal Le Quotidien qui écrit, l'Algérie par exemple dispose d'une unité de méharistes qui sont des fins connaisseurs du désert. Leur rôle, collecter des informations sur tout mouvement suspect le long de la frontière avec la Libye. Et grâce à eux, selon Le Quotidien qui rapporte les écrits du journal algérien El Watan, de nombreux terroristes ayant franchi la frontière ont été arrêtés ou abattus et leurs armes récupérées. Mais pour notre temps, une telle guerre contre le terrorisme exige une volonté sur le long terme, sur au moins une quinzaine d'années. Mais en aurons-nous et la patience et la persévérance nécessaires? Interroge notre temps. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez un bon début de week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.